Les anges au plafond, c'était une métaphore sur l'envolée et en même temps dans la limite du plafond, c'est-à-dire toujours avec un regard sur ce qui se passe en bas. C'est pas, on ne vole pas dans les grands airs, mais on reste sur terre, voilà. Mais avec les pieds décollés du sol, comme les oiseaux. Essayer de prendre un petit peu de hauteur. Voilà. On l'a créé avec Camille Trouvé, donc on était deux au départ, et Sandrine Lefebvre, une violoncelliste, donc on était deux marionnettistes et une violoncelliste, et on est allé jouer un tout petit spectacle de pop-up au festival de Charleville-Mézières, qui est le festival mondial des théâtres de marionnettes, en 2000. Et on avait fait ce qu'on appelait un spectacle d'hôtel, puisque avec Camille on était ensemble, et on répétait notre spectacle dans les chambres d'hôtel. On est allé jouer ce petit spectacle dans un coin à Charleville, et l'aventure est partie, puisqu'il y a plusieurs professionnels qui l'ont vu, et on a signé 80 représentations futures. Et donc on est reparti de Charleville en ayant joué une fois et en ayant 80 représentations vendues pour plus tard. La compagnie est née de là. Et depuis, on a fait 8 autres spectacles. Non, c'est parce que je n'ai pas fait d'études que j'ai fait des marionnettes. C'est pour ça. Mais moi, je viens du cirque. En France, en tout cas, il y a peu d'écoles de marionnettes. Il n'y en a qu'une, à Charleville-Mézières. Et encore, qu'il y a une vingtaine d'années, avant, il n'y en avait pas. Et c'est un peu la force des marionnettes en ce moment en France, c'est que c'est à la croisée des arts. Il y a des danseurs, il y a des chanteurs, il y a des musiciens, il y a évidemment des comédiens, il y a des plasticiens, beaucoup, il y a des gens qui viennent des multimédias, de la vidéo, voilà. C'est un peu au carrefour des arts. Donc on apprend à devenir marionnettiste en créant notre objet, en créant nos marionnettes, en créant notre univers et en rencontrant des gens d'art très différents. Et c'est ce rassemblement-là qui fait la force de la marionnette. Donc moi, je viens du cirque, je suis fil de ferriste au départ, je marche sur un fil. Camille, elle vient des arts plastiques, c'est-à-dire qu'elle fabriquait toutes sortes d'objets. Voilà. Et ensemble, on a mis ce qu'on ne savait pas faire séparément, on l'a mis ensemble et on a fait de la marionnette. Je raconte aussi l'histoire de Romain Gary, qui était quelqu'un d'extrêmement éclaté, multifacette, qui n'était jamais à l'endroit où on l'attend, qui était toujours surprenant, toujours en train de se réinventer et de mélanger lui aussi les arts, de la supercherie littéraire avec 4 pseudonymes, d'être en même temps consul de France aux États-Unis, mais d'écrire des scénarios avec sa femme. Voilà, il a fait énormément de choses et c'est cet éclatement-là qui nous a beaucoup séduits. La marionnette rend ça. Voilà. Et puis, c'est vrai que nous, donc ce que je disais sur les marionnettes, c'est très mélangé. C'est vraiment très... c'est un art qui est très éclaté et qui va chercher un peu au rebord du théâtre, au rebord de la danse, au rebord de la musique. Et c'est aussi notre façon à nous de nous exprimer plutôt que d'avoir une direction, on a plusieurs directions. Mais ça vient beaucoup de Gary, ça, de l'histoire de ce personnage. Et c'est pour ça qu'on joue aussi avec le public. Gary, pour te donner un exemple un peu d'histoire, quand il défile avec les étudiants en mai 68 en France, il y va avec un costume 3 pièces et la croix de Lorraine qu'il a reçue de la guerre. Quand il est à l'ONU, eh bien, au lieu d'être avec un costume 3 pièces, il est avec un poncho mexicain et un chapeau, un très grand chapeau. Il est toujours dans ce paradoxe-là, jamais à l'endroit où on l'attend. Et comme nous, aux Anges, on travaille toujours on mélange le public et les acteurs. C'est-à-dire que le public, il est avec nous sur scène, et nous, en tant qu'acteurs, on va jouer dans les gradins de la salle. Toujours, on mélange tout ça. Et là, avec Gary, c'était tout à fait le moment de faire cette espèce d'explosion des murs. On appelle en France le 4e mur, tu vois, où tout le monde est bien rangé, nous les acteurs dans notre boîte noire et le public dans le gradin. Là, c'était l'idée de casser toutes ces conventions. Et la marionnette le permet. Alors, on a créé 2 spectacles sur Romain Gary, et dans tous les spectacles de la compagnie depuis le début,
le public est intégré à nos scénographies. On pense toujours le spectacle avec la scénographie, c'est notre première marionnette. Donc le décor, il est toujours en mouvement et il révèle quelque chose dramaturgiquement. Donc là, c'est la même chose, il y a des grands panneaux qui révèlent la vie de Gary entre ce qu'il a voulu dire aux médias, puisqu'il était très secret, et tout ce qu'il a caché et qu'on a découvert plus tard, et on n'a pas fini de découvrir la vie de Gary. On vient de découvrir qu'il avait vécu les 6 premières années de sa vie à Moscou. On l'a découvert là, il y a quelques temps, et tous les biographes disaient qu'il était en Pologne et tout ça, il était à Moscou. Donc on n'a pas fini voilà. Et nous, avec le décor, on essaye de révéler ça, la face cachée du personnage et la face médiatique, celle qu'il a bien voulu en tout cas, sur laquelle il n'a pas voulu trop mentir. C'est intéressant en marionnette de se poser la question de se dire qu'est-ce que peut dire la marionnette, qu'est-ce que peut faire la marionnette que ne peut pas faire l'acteur. Et nous, on se pose toujours cette question-là quand on a une idée pour monter un spectacle, comme on est marionnettistes. On se dit pourquoi est-ce qu'on ne la monte pas en théâtre, pourquoi est-ce qu'on la monte en marionnette. Et c'est quand on a trouvé cette raison-là que généralement on trouve l'esthétique des marionnettes, comment est-ce qu'on les manipule, c'est-à-dire que ça, ce sont des marionnettes chaussées, voilà, et pourquoi on les chausse. Par exemple, dans Gary, il y a des marionnettes qui sont finies et d'autres qui ne sont pas finies, parce que c'est un auteur qui écrit. Alors à des moments, ces personnages, ils sont un peu flous, c'est des personnages secondaires, alors ils sont juste en deux dimensions ou ils ne sont pas finis. Et puis il y a d'autres qui sont des personnages principaux de ces romans, qui eux sont tirés aux 4 épingles. Donc c'est toujours une question qu'on essaye de se poser, et c'est l'histoire du théâtre. Parce que la marionnette a traversé toute l'histoire du théâtre sans être censurée, parce que ça a toujours été un art considéré mineur, drôle, aujourd'hui pour les enfants, pas sérieux, et on pouvait dire à mort le roi est un con, en marionnette. Si on le disait en théâtre d'acteur, on était pendu haut et court sur la place publique. Voilà. Et du coup, dans l'histoire du théâtre, la marionnette n'a jamais été censurée. Le théâtre, il a été obligé de faire de la pantomime, il a été obligé de changer, de ne plus parler, d'évoluer au fur et à mesure de la censure, alors que la marionnette a gardé un peu sa ligne. Voilà. Et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de ne pas être pris au sérieux, donc de dire des choses très sérieuses. Oui, c'est une grande liberté de ne pas être pris au sérieux, ça dans l'histoire du monde. Et aussi, on est un peu schizophrène en tant que comédien et surtout marionnettiste. Et pour nous, ça permet de parler de cette schizophrénie. C'est même, on dit, c'est un cas, marionnettiste, c'est un cas de schizophrénie qui est rémunéré et avec lequel on fait des voyages, des rencontres et le tour du monde. Il y a dans la manipulation d'un objet inerte, mort, le fait qu'il devienne vivant, quelque chose qu'on peut appeler mystique, qu'on peut appeler mystérieux, qu'on peut appeler magique, qu'on peut appeler surnaturel, on peut l'appeler comme on veut, mais il y a simplement quelque chose qui se révèle. L'humain a peur de la mort, c'est ce qui le différencie de l'animal. L'humain sait qu'il va mourir, et toute sa vie, c'est des raccourcis pour essayer de faire le plus de choses possible et éviter cette mort. Et la marionnette donne vivant, l'art marionnettique donne vivant l'objet qui est inerte et qui est mort. Donc ça, c'est quelque chose de magique. Après, chacun l'interprète à sa façon. C'est pas forcément mystique, mais effectivement, dans l'art de la marionnette, la religion a bien compris ça et s'en est bien servi pour essayer de faire encore plus peur au peuple. Voilà, en montrant le côté magique mais un peu surnaturel et voilà, de l'apparition et de... Voilà. Un objet, quand il sort de l'atelier, la marionnette, c'est un objet. C'est du scotch, du bois, du métal, du latex, du tissu, du papier. Et au fur et à mesure qu'on répète, ça devient un personnage. Puis une marionnette, un personnage qui commence à avoir une âme. Et au fur et à mesure, quand il a joué dans un spectacle, il a presque une certaine autonomie en dehors du manipulateur. Donc au fur et à mesure,
c'est parti d'un bout de bois et ça devient un personnage, un acteur, parfois à l'arrêt, comme là, qui attend, comme dans sa loge, et parfois complètement en mouvement. Donc au fur et à mesure, il y a forcément une relation qui s'instaure et on charge cet objet des histoires qu'on raconte et de notre manipulation à nous. Et voilà, ça devient… c'est là où nous sommes schizophrènes. C'est parfois justement des moments où j'ai l'impression que c'est elle qui me manipule parce qu'elle connaît le chemin du spectacle aussi bien que moi et que moi je ne suis pas très concentré parce qu'il y a quelque chose qui se passe ou bien parce que je ne suis pas dans un très bon jour. Et au bout d'un moment, je me rends compte que la marionnette, par ma main, mais je ne sais pas qui manipule qui, est en train de jouer et me ramène à moi, à la concentration, parce qu'elle, elle guide. C'est le capitaine. Alors il paraît qu'on se voit demain, c'est ça Alors je prépare le théâtre, Vassiliev, n'est-ce pas? Je le rends tout propre, vous inquiétez pas pour demain, ça va être impeccable. Oui. Ah, si. Si, je cours contre cette jalousie. C'est pour ça qu'on fait des duos. Ça veut dire ce qui nous intéresse comme de choisir des histoires où le manipulateur est un personnage, c'est pas quelqu'un qui est au noir, planqué derrière une voilette ou voilà, c'est à chaque fois des duos. Par exemple avec le rat, il y a tout un duo où il râle, ça va zamer, il balaye, ça va zamer, et moi je suis derrière en train de lui dire calme-toi, non ça va pas, bon, enfin, voilà, c'est tout un dialogue systématiquement. Il sera là aussi, oui. Alors je vais sortir par là, et je vous dis à demain, Da Zavtra, c'est ça? Je sais pas, c'est ça? C'est ça, Da Zavtra. C'est pour que le spectateur reste réalisateur de cette histoire. Nous, on lui fait une proposition stylistique, dramaturgique, et lui, il fait le cadre de cette histoire. Donc, il peut choisir un cadre uniquement dans la fiction, où il cherche le personnage, il suit systématiquement le personnage principal, sans voir les effets, ou il peut aussi choisir le cadre un peu de voir les deux, c'est-à-dire la manipulation des décors où tout est montré. Donc il reste très actif, non seulement dramaturgiquement parce qu'il est sur le plateau, mais également c'est lui qui fait finalement un peu sa mise en scène. Oui, parce qu'on lutte contre la mort, mais aussi parce que dans nos scénographies, le public est toujours avec nous. Donc ça ne peut jamais être la même représentation, c'est absolument impossible. Quand il y a 300 ou 400 personnes, c'est 400 personnes qui vivent en même temps le spectacle, mais c'est 400 personnes différentes. Et nous, on est au milieu de ces gens-là qui nous envoient beaucoup d'énergie, qui nous envoient et des choses qui sont toujours, c'est toujours remis en cause. C'est toujours un coup de dé, il n'y a aucune certitude. Et c'est ce qui est excitant dans notre métier, c'est qu'il n'y ait pas de certitude. Voilà. Desproges, qui est un penseur français, disait « La seule certitude que j'ai, c'est d'être dans le doute ». Grand penseur comique, ce qui lui a permis de dire des choses très sérieuses sans être pris au sérieux. La prochaine blague, ça sera toujours demain. Elle est toujours meilleure, la blague de demain, que la blague de la veille. Donc j'ai envie de la vivre ici, dans ce théâtre, qui pour nous, c'est très fort, parce qu'on aime Vassiliev beaucoup en France, parce qu'on aime Popov, son scénographe, et d'être dans ce lieu qu'ils ont créé, réfléchi, rêvé tous les deux. Voilà, je ne sais pas si c'est une blague, mais c'est un grand bonheur. C'est toujours le moment où on sort de la grotte avec notre toute petite lumière, le spectacle qu'on a créé, rêvé, répété pendant 1 an, mais dont on ne connaît rien de sa force et de sa puissance avant que le révélateur, c'est-à-dire le public, intervienne. C'est comme un peu une photo. On a pris une photo, mais elle est encore dans l'appareil.
et on ne sait pas ce que ça va donner. Il faut pouvoir la développer, la sortir et puis ensuite la sécher et de voir ce que ça donne, si l'idée qu'on avait là fonctionne, est visible, compréhensible par le public. Et c'est souvent le moment le plus touchant, ces premières-là, où on attend un petit peu que le révélateur prenne et qu'on sache si on a été compris ou pas. Deux ans. 2 ans parce qu'il y a énormément, il y a plein de choses et c'est le temps de construire ces choses, ces multitudes de choses et après de les mettre ensemble, de jouer avec ça pour que ce soit, que ça reste fluide et qu'on ne sente pas, il ne faut pas qu'on sente l'accumulation des choses. Il faut que quand le public sorte, ils se disent, il y en a partout mais ça a l'air simple. Voilà. Quand le public nous dit que ça a l'air simple, c'est que c'est réussi. S'il nous dit, ça a l'air très compliqué, c'est qu'on a raté quelque chose. On en a fait 8. On est en train de préparer 3 autres spectacles, un triptyque, qui nous prennent beaucoup de temps et voilà, ça fait déjà 2 ans qu'on est dessus, mais pour l'instant on n'en a fait que 8. Les 8 spectacles, Le Cri quotidien, c'est un petit spectacle de pop-up, c'est le premier qu'on a créé, avec une marionnettiste et une violoncelliste. On avait lu une anecdote dans un journal français qui disait que la moyenne de lecture des Français du journal, c'était une demi-heure. Donc on s'est dit, on va faire un spectacle d'une demi-heure, mais au lieu de lire la presse bêtement comme ça, les nouvelles vont sortir en pop-up. Tu vois, l'art du pop-up, c'est comme les livres pour enfants, comme ça, où il y a des choses qui jaillissent. Voilà. Et donc c'était ce premier spectacle. Le deuxième spectacle, c'est Les Nuits polaires. Et donc c'est pour 30 spectateurs qui viennent et qui passent l'hiver à l'intérieur d'un igloo en tissu. Et ils passent 1 heure avec nous à l'intérieur, on raconte des histoires et quand il sort, tout le théâtre a changé et on boit de l'agnole avec le public. On boit de l'agnole parce que ça se passe au Groenland, je ne l'ai pas dit, et qui fait moins 50. Après, on a fait un diptyque, Antigone et Oedipe. On a raconté les 2 histoires. Sur Antigone, tout le public est sur le plateau et au fur et à mesure de l'histoire, on crée un mur en papier qui sépare les 2 parties du public et qui d'un seul coup ne se voit plus et ne voit plus que la moitié d'une histoire. Et puis ensuite, on a fait un diptyque sur Camille Claudel, qui est une sculptrice française. On a fait un premier spectacle et le jour de la première du premier spectacle, le spectacle commençait par pourquoi et finissait par pourquoi. Alors qu'au début, quand on l'avait écrit, il commençait par pourquoi et ensuite on essayait de comprendre. Mais nous-mêmes, après 3 ans de travail sur Camille Claudel, le jour de la première, on a changé, on a mis pourquoi parce qu'on n'avait toujours pas compris pourquoi. Elle avait été internée pendant 30 ans dans un hôpital psychiatrique où personne n'était venu la voir, ni sa famille, ni Rodin, ni les artistes de l'époque, enfermée à un châtiment mythologique. Donc voilà. Et du coup, on a créé un deuxième spectacle pour essayer de comprendre. Et à la fin du deuxième spectacle, on n'a toujours pas compris. Et puis le diptyque sur Gary, avec ce spectacle-là, Rage, et un autre spectacle qui est tiré d'un livre de Gary qui s'appelle White Dog, Chien blanc, qu'il a lui-même traduit en anglais et en français, et qui raconte un peu la montée, on va dire, de 2 communautés qui ne peuvent plus se parler pendant la révolution noire américaine aux États-Unis entre 1967 et 1970, après la mort de Martin Luther King. Et c'est un texte qu'on joue là, et les gens nous disent, ils pensent qu'on l'a écrit aujourd'hui. Et il a été écrit par Gary en 1970. Comme quoi, cet auteur, on a souvent dit qu'il était un peu ringard, il est très en avance sur son temps. Oh, la question. Quand on monte une pièce, il faut qu'il y ait un déclenchement intime. Il faut qu'il y ait un endroit où on a l'impression d'y être, vraiment. Et il faudrait que, je ne sais pas, je peux pas te répondre. Il faudrait que je relise tout Tchekhov. Et une fois que j'aurai relu tout Tchekhov, je pourrais te dire quel endroit précisément. Parfois, monter une pièce, c'est une ligne, une demi-ligne, un mot, quelque chose qui résonne et que tu sais que tu vas pouvoir faire résonner et faire tourner
façon, voilà, en circonférence de plus en plus grande. L'humilité, qui est d'être toujours derrière le personnage qu'on manipule. L'obligation d'être déraisonnable, parce qu'on a la chance de pouvoir jouer dans des théâtres, pouvoir dire et raconter des histoires, ce qui est une chance, et il faut vraiment en prendre conscience. Les rencontres, c'est-à-dire rester toujours ouvert pour adapter notre idée. Notre idée, elle ne sert strictement à rien si on la crie tout seul dans une cave. Donc pour pouvoir la dire dans un théâtre, dans des théâtres, à des endroits différents, pour des publics différents, il faut pouvoir s'adapter. Voilà, donc pour faire le maximum de rencontres. Eh bien, avant, je travaillais avec une autre compagnie, on faisait un spectacle qui mélangeait le cirque et la marionnette. Et on avait un numéro de fil. Donc je marchais sur un fil à 2 mètres de haut et il y avait 2 autres manipulateurs en découpe au noir, c'est-à-dire qu'on ne voyait pas, qui manipulaient une marionnette avec moi sur le fil. Donc eux, ils étaient sur des escabeaux et ils manipulaient la marionnette. Et dans ce spectacle-là, donc, c'était une espèce de rêve. C'était une espèce de rêve. Et je tombe du fil. Aucune réaction du public. Par contre, dès que la marionnette avait un petit élan, tout le public faisait « et je suis tombé du fil, c'était la fin du numéro, pas un seul mot. Et le pantin, la marionnette, est descendu tout doucement et applaudi par le public qui a eu très très peur que la marionnette tombe, mais moi, rien à foutre.